La première table ronde va être consacrée aux enjeux et finalités de la philosophie avec les enfants aujourd'hui. Quel rapport la philosophie entretient-elle à l'enfance et quels sont ceux que l'enfance entretient avec la philosophie? Notre siècle n'a pas découvert la question de la philosophie pour les enfants. L'éducabilité philosophique des enfants taraude l'histoire de la philosophie. Il y a d'un côté les tenants de l'exercice spontané du jugement, pour lesquels philosopher, c'est se mettre devant une question comme la première fois. Et puis d'un autre côté, il y a ceux qui mettent en avant l'exigence de maturité de l'entendement, pour lesquels il ne saurait y avoir d'enfants philosophes, puisque philosopher, c'est sortir de l'enfance. La philosophie demeure une voie de l'émancipation, à la fois comme pratique individuelle de l'esprit critique et comme pratique collective. Apprendre à penser par soi-même, à douter, à choisir, c'est apprendre la liberté. Apprendre le débat et être éduqué à une citoyenneté démocratique, c'est, pour citer Michel Tozzi, faire l'expérience du désaccord cognitif dans la coexistence pacifique. La table ronde de ce matin va nous inviter à réfléchir à ce défi qu'est la rencontre entre l'enfance, la philosophie et la démocratie, à faire le point sur l'actualité de la philosophie pour les enfants aujourd'hui et sur ses finalités et ses visées émancipatrices. Je vais donc maintenant présenter nos intervenants. Edwige Chirouter, vous êtes donc professeure à l'Université de Nantes, titulaire de la chaire UNESCO Pratique de la philosophie avec les enfants, une base éducative pour le dialogue interculturel et la transformation sociale. Vous enseignez la philosophie de l'éducation et vos recherches portent sur la philosophie avec les enfants et la littérature jeunesse. Parmi vos publications récentes, nous pouvons citer L'enfant, la littérature et la philosophie, paru à l'Harmattan en 2015. Nous pouvons citer les ateliers de philosophie à partir des albums jeunesse, parus chez Hachette en 2015. Et avec Nathalie Prince, Lumière de la fiction, paru chez Raison Publique, aux éditions Raison Publique en 2019. Mentionnons aussi que vous êtes auteur jeunesse et la dernière publication en date de mars 2021, c'est l'album Personne, paru aux éditions Initiales. Pour nous exposer à la fois la place de la philosophie à l'école et puis la fonction de la littérature, puisque nous sommes dans une bibliothèque, la fonction de la littérature pour apprendre à penser. Merci Sylvie. Alors, donc, mon exposé portera effectivement sur 3 aspects précisément qui, pour moi, tissent les liens entre la philosophie avec les enfants, le politique et le processus d'émancipation. Alors, je commencerai dans un premier temps par un rappel des fondamentaux politiques de la pratique de la philosophie avec les enfants, par un retour à son origine et aux travaux de John Dewey et de Matthew Lipman. Un deuxième temps, effectivement, sur la fonction essentielle des récits et du travail d'interprétation comme médiation pour apprendre à penser, et un troisième temps où je plaiderai pour la place centrale que devrait avoir la philosophie à l'école, non pas seulement, j'allais dire presque évidemment, à la seule fin du cursus, la classe de terminale en France, des lycées généraux et technologiques, mais pas professionnels, je le dis toujours, non pas seulement, non plus seulement au début de l'école maternelle, mais au cœur de l'institution scolaire, et je plaiderai donc pour une école philosophique. Alors je commence donc dans un premier temps par revenir sur les origines de la philosophie avec les enfants, sur ses fondamentaux qui nous éclairent aujourd'hui sur les enjeux politiques de cette pratique. Alors vous le savez peut-être plus ou moins, mais la philosophie avec les enfants, ça débute véritablement dans les années 1970 à l'université de Montclair avec les travaux du philosophe Matthew Lipman. Lipman était un disciple de John Dewey, c'est-à-dire un des fondateurs du pragmatisme, d'une philosophie donc, qui se veut émancipatrice au service de la démocratie et d'une philosophie ancrée dans le réel, le sensible, l'expérience, basée sur le modèle de l'enquête, du problème et de la démarche scientifique. Dewey récusait, alors comme le fait aujourd'hui par exemple Martha Nussbaum, une vision techniciste de la démocratie comme seul mécanisme formel, et il la considère plutôt, la démocratie, comme un mode de vie. En tout cas, c'est ce qu'elle devrait être.
c'est-à-dire un ensemble dynamique d'habiletés et d'habitudes à se conduire, à se parler, à délibérer les uns avec les autres. Nous avons trop tendance à focaliser la vie démocratique sur une activité politique qui n'a lieu que tous les 5 ans, le vote par exemple, au lieu de mettre en avant ce qui aurait besoin d'être travaillé tous les jours dans nos interactions sociales quotidiennes. D'où l'idée chez Matthew Lipman de créer dans les écoles avec de très jeunes enfants ce qu'il appelle donc des communautés de recherche philosophique, CRP, qui seraient une mise en acte de cette conception de la démocratie, et donc au service de la démocratie. Dans ces ateliers de philosophie, comme à l'intérieur d'un laboratoire, les enfants, le plus souvent assis en cercle, vont formuler des questions et évaluer les idées qui sont émises par les participants. À partir d'une problématique, par exemple, qu'est-ce qu'une loi juste ou a-t-on le droit de mentir, les enfants sont invités à formuler des hypothèses, déduire des présupposés et des conséquences, justifier leur opinion et à évaluer collectivement la validité à la fois rationnelle, logique et éthique des différentes propositions. On est loin du café du commerce, hein, là aussi, ou de la discussion libre. Il y a bien des habiletés de pensée, comme vous le disiez tout à l'heure, qui doivent être garanties par l'animation du facilitateur, de l'enseignant, de l'animateur. Les enfants y développent donc, patiemment, et grâce donc à un étayage de l'enseignant, une pensée qui se veut à la fois critique, vigilante et créative, d'où l'importance aussi des fictions et des expériences de pensée dans ces pratiques, et j'y reviendrai. Donc c'est très bref bien sûr, hein, mais vous voyez donc déjà comment dans ces fondamentaux, dans ces fondements, la philosophie avec les enfants vise à développer des habiletés de pensée et des qualités humaines qui sont au cœur du projet humaniste et démocratique. La formation de sujets libres, capables d'exercer leur esprit critique et le déploiement d'une pensée complexe, l'acceptation de leur vulnérabilité face aux grandes questions universelles et intemporelles qui ne peuvent trouver de réponse unique et définitive, mais aussi une éthique de relation à soi et aux autres. J'en viens maintenant à la deuxième idée que je souhaiterais développer. C'est l'importance des récits dans la pratique de la philosophie avec les enfants et du travail d'interprétation dans ce processus d'émancipation. Le postulat de ma thèse, qui s'intitulait « À quoi pense la littérature de jeunesse ?», était le suivant. Alors c'est un postulat qu'on peut remettre en cause, hein, mais moi c'était mon postulat. On ne peut pas apprendre à philosopher sans texte. C'est-à-dire que sans médiation culturelle qui permette la rigueur, la problématisation et surtout, j'y reviendrai, une mise à distance affective de la notion qui est travaillée, condition nécessaire à l'exercice philosophique. Les textes classiques, on vient d'en parler, hein, de philosophie et leurs auteurs, comme Kant, Descartes et Spinoza, étant trop difficiles d'accès direct pour de jeunes enfants, même si on peut dans les ateliers de philosophie parler de l'histoire de la philosophie avec les enfants. Hein. Moi j'ai toujours avec moi, je vous la montre, hein, c'est ma petite marionnette de Socrate. Voilà. C'est un pack philosophie antique. Hein. Il peut faire Platon et Aristote et Épicure aussi. Hein. Voilà. Donc, vous savez, on peut parler de ces auteurs-là. Évidemment, on va pas commencer un atelier de philo en les mettant directement devant les textes. Hein. Mais on peut faire l'histoire de la philosophie avec de très jeunes enfants. Bon, donc, comme on ne peut pas partir des textes classiques eux-mêmes, c'est grâce à la littérature qu'on peut leur permettre d'avancer dans cet apprentissage rigoureux. Car c'est une des fonctions essentielles des récits, de façon universelle et intemporelle, que d'aider les êtres humains à penser le monde. Les grands dilemmes qui sont soulevés par les histoires invitent à la réflexion, bouleversent les évidences. On disait qu'une des conditions de la philosophie, c'était d'être bouleversé. Eh bien, les histoires nous bouleversent, elles provoquent de la complexité et elles favorisent l'ouverture d'esprit. La littérature est ainsi comme un immense laboratoire, je reprends ce terme, hein, où les lecteurs de tout âge peuvent expérimenter une multiplicité de situations qui sont problématiques. Je cite ici Paul Ricoeur dans une formule qui pour moi est totalement souveraine, et je sais, je la cite à chaque fois, pour ceux qui m'ont déjà écouté. Hein. Les expériences de pensée que nous conduisons dans le grand laboratoire de l'imaginaire sont aussi des explorations menées dans le royaume du bien et du mal. Ainsi, dans ce royaume de la fiction, je suis dégagée des contraintes du réel empirique et des lois de la morale, et je peux vivre par procuration ce que la réalité seule ne me permettra jamais de vivre. En tant que lectrice, je peux par exemple commettre un meurtre. C'est bien ça.
et expérimenter, voilà, par procuration, les tourments ou pas du remords. Je peux aussi devenir invisible, tel évidemment le célèbre berger Gygès dans le mythe de Platon, et expérimenter mes limites du bien et du mal et de ma propre moralité. Et moi, si j'avais l'anneau qui rend invisible, que ferais-je de ma journée? Alors, je pense qu'on est un certain nombre à l'avoir expérimenté plusieurs fois, hein, cet atelier avec des enfants. Moi, je sais que mon degré de moralité est quasi proche de 0, par exemple, hein, dans ce type de situation. Voilà, comme ça, je le sais. Bon. Autre élément essentiel, je voudrais, c'est vraiment très important, je pense pour moi, et c'est vraiment très important pour la pratique de la philosophie avec les enfants, et c'est vraiment une condition de possibilité, c'est que la littérature, elle instaure ce que j'ai appelé dans mes recherches une bonne distance affective pour penser sereinement. Le vécu, l'expérience personnelle, l'intimité, l'intime, est un matériel extrêmement difficile à manier, surtout avec de très jeunes enfants, car on peut évidemment très facilement être submergé par l'affect et l'émotion. Ça répond à une des questions aussi. Hein. L'enfant, c'est l'émotion, c'est la pulsion. La littérature, justement, ça permet de mettre une bonne distance pour aller vers du plus général et du conceptuel. Hein. Et la fiction, elle établit ainsi un pont entre l'expérience personnelle singulière qui, par son caractère trop intime, peut empêcher la prise de recul et l'analyse, et le concept, lui, hein, la liberté, le bonheur, la vérité, qui, par sa froideur, son abstraction, peut nuire à une implication personnelle qui est aussi nécessaire à toute initiation philosophique. Ainsi, l'incarnation par des personnages et des situations fictives met une bonne distance affective, la notion travaillée. La littérature est donc un lieu où va s'expérimenter la pensée et le rapport au monde. Et comme l'a souligné François Galichet, qui en parlera mieux que moi, le processus d'interprétation est essentiel dans le travail philosophique. Je développe un tout petit peu cette question-là, parce qu'il me semble que le modèle d'interprétation des textes est d'ailleurs le modèle de compréhension du monde. Et ça répond à des tensions qu'on a signalées tout à l'heure. C'est-à-dire que le monde est comme un texte à interpréter. Si je veux comprendre le monde, je suis obligée d'abord de partir des faits. Je suis assise ici, nous sommes le 12 juin 2021, dans le petit auditorium de la BNF. Et dans un texte aussi, il y a des indices qui sont tangibles. Madame Bovary, ça se passe en Normandie au XIXe siècle, elle a tel âge, etc., etc. Je ne peux donc pas dire n'importe quoi, je ne peux pas délirer, ni sur le monde, ni sur le texte. Mais en même temps, la compréhension du monde, comme des textes, ne se limite pas à cette simple observation des faits. Il va falloir que je les interprète. Émettre par exemple des jugements de valeur sur l'action des personnages. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Peut-on parler d'amour? Peut-on parler de justice? Peut-on parler de courage dans telle ou telle situation? Et de la même façon qu'il y a finalement autant de Madame Bovary que de lecture de Madame Bovary, il y a autant d'interprétation du monde que de sujets au monde. Et nous aurons tous un souvenir différent de cette journée ici à la BNF. Ainsi, et c'est un point important pour moi, évitant à la fois deux écueils. L'écueil du relativisme, c'est-à-dire qu'on pourrait dire tout et n'importe quoi, et du dogmatisme, il n'y aurait qu'une réponse possible. Le modèle interprétatif est véritablement opérant pour penser le monde. Et c'est pour ça que je suis persuadée qu'il faut entraîner les enfants très jeunes à construire de façon éclairée et lucide ce mode de compréhension qui peut éviter les écueils politiques du complotisme, c'est-à-dire dire tout et n'importe quoi sans tenir compte des faits, de la raison et de la science, et du dogmatisme, il n'y a qu'une réponse possible. Dernier point que je voudrais développer, je vais très vite promis, c'est comment les ateliers de philosophie avec les enfants pourraient nous donner le modèle et le paradigme de ce que devrait être l'école elle-même au quotidien et dans toutes les disciplines. Alors, la philosophie, d'abord, en tant que discipline, possède une particularité qui peut être aussi une faiblesse, qui est celle d'aborder une pluralité de domaines existentiels, la mort, le bonheur, la liberté, mais aussi le sens épistémologique de toutes les disciplines qui sont enseignées à l'école. Les sciences, les mathématiques, les arts, l'histoire, le sport sont interrogeables par la philosophie. Et le questionnement philosophique, c'est un postulat aussi, pourrait redonner aux élèves ce que Astolfi appelait la saveur au savoir, en permettant aux élèves de questionner les fondements épistémologiques et les problèmes soulevés dans et par les différentes disciplines, ce qu'on fait très peu en fait à l'école. Qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique? Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art?
peut-on parler de progrès en histoire? Et là, je me permets de citer Hartmut Rosa dans Rendre le monde indisponible, que j'ai relu la semaine dernière, où justement, il me semble que vous dites ça, Hartmut, quand vous dites « L'éducation ne se produit pas là où une compétence déterminée est acquise, mais à chaque fois qu'un fragment du monde pertinent sur le plan social se met à parler. C'est-à-dire lorsqu'un enfant ou un adolescent note tout d'un coup, tiens, l'histoire ou la politique ou la musique, etc., me disent quelque chose. Ils me concernent et je peux m'engager avec eux. » Voilà, les savoirs peuvent résonner avec l'expérience personnelle des enfants. On ne peut pas dire que ça se passe tous les jours quand même à l'école. Et je pense que la posture et l'interrogation philosophique pourraient permettre de faire résonner les savoirs et les élèves. Ainsi, plus que de simples moments de philosophie qui seraient déconnectés des autres apprentissages, heures d'atelier philo par semaine, la philosophie pourrait insuffler du sens à ce que les élèves doivent apprendre au quotidien et dans toutes les disciplines. Il faudrait donc passer des ateliers de philosophie ponctuels, dans le cadre de l'enseignement moral et civique par exemple, à une école qui serait philosophique du début à la fin et fondée sur 5 formes de pédagogie qui sont comme l'ADN de la philosophie avec les enfants. Parce que ce qui se joue et se pratique dans ces ateliers, l'éthique de la relation aux enfants comme interlocuteur valable, le rapport au savoir qui est forcément complexe, l'exigence qui est unie à la bienveillance et la posture facilitatrice de l'enseignant peuvent servir de modèle pour mettre en œuvre au quotidien à l'école 5 pédagogies, je vais très vite, mais une pédagogie de l'enquête, du problème et de l'interprétation, et non de la transmission passive, froide, dévitalisée des résultats. 2, une pédagogie du sens, de l'expérience, de la sensibilité, qui sait dévoiler aux élèves comment les savoirs font écho, résonnent à leurs préoccupations et à leur volonté de donner sens au monde. 3, une pédagogie de l'intelligence collective, pour cultiver l'esprit de coopération. 4, une pédagogie critique des valeurs, qui instaure un rapport réflexif à la loi, aux normes et aux conflits, au lieu d'une obéissance aveugle aux règles et aux surtout inutiles et contre-productives injonctions morales. Et 5, enfin, une pédagogie de la lenteur, qui prenne le temps, loin des injonctions à l'urgence permanente, mais je n'ai pas choisi Hartmut Rosa comme parrain pour rien, voilà, d'apprendre patiemment à grandir et à passer. Mais je pense que c'est vraiment important. Et en conclusion donc, je crois vraiment que la mise en place de ces moments de communauté de recherche philosophique à l'école et dans la cité, comme en bibliothèque, peuvent donner corps à ce que Arendt appelle des oasis de pensée, c'est-à-dire la création de temps et d'espace coupés de l'affairement du monde, où les participants peuvent prendre de la distance pour penser sereinement ensemble. L'enjeu de la philosophie avec les enfants n'est pas donc seulement un enjeu militant, didactique et pédagogique pour la démocratisation d'une discipline scolaire, mais il est bien pleinement politique au sens le plus noble du terme.